Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Tailgate, votre émission 100% NFL des équipes de The Free Agent. Et oui, c'est encore Yaya pour un dernier épisode avant le retour de l'homme qui a vu l'ours. J'ai nommé Flav. Flav revient donc ce jeudi, mais d'ici là, on va parler de l'AFC Est. Et oui, il nous s'est esquivé pour faire la NFC South, également pour faire l'AFC Est. On se demande bien pourquoi. Alors, pour parler de cette division ultra attendue cette année, et on va vous expliquer pourquoi, j'ai deux acolytes avec moi, deux rookies de la saison. Ils n'ont pas tous eu le même niveau, mais bon, on ne dira pas quoi. On ne dira pas lequel a été performant, lequel un petit peu moins, celui qui a chopé le rookie wall et celui qui a été performant de par son expérience. Le premier, c'est Seb. Salut Seb, comment ça va? Salut Yaya, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. Écoute, ouais, je suis quand même un rookie un petit peu âgé, hein, donc je vais faire jouer mon privilège de l'âge. On va parler de la FC Est, et c'est vrai que c'est une division qui a été intéressante à plus d'un titre. On va notamment voir, moi ce qui m'a intéressé, ça a été les espoirs déçus et surtout de voir les puissants tomber en disgrâce. Le Rise and Fall, c'est quasi scorsésien, ça va être très cinématographique ce soir. Exactement. Tu parlais de disgrâce. Eh bien, on a avec nous Arthur. Salut Arthur, comment ça va? Est-ce que tu as lancé ta saison, Arthur? J'espère ce soir. Il n'est jamais trop tard. Super Si, transition d'ailleurs pour me présenter. t'as vu Content ça? d'être là avec vous deux. Super. Ah, c'est Et vrai que oui, quand tu es reçu comme ça, ça fait toujours plaisir de venir, hein, Alors, on va pas trahir de secret. Arthur, en off, est un petit peu irrévérencieux, hein, et oublie de nous amener les donuts et de me payer le café. Alors, avant de commencer l'émission, on va vous rappeler deux, trois petites choses. Déjà, pour nous suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Instagram, X, Facebook, TikTok. Allez-y, suivez-nous en masse. Il y a du contenu régulièrement, des news. Pour les news, pour ce qui est des news, n'hésitez pas également à aller télécharger l'appli TFA. Vous allez sur votre store, que ce soit Apple, Google, vous tapez TFA, vous avez ça, vous téléchargez, vous rentrez et vous avez tous les articles en direct. Vous pouvez même choisir vos préférences et vous pouvez même lire Arthur qui nous sort des articles très régulièrement. Également, ce qui est intéressant à nous suivre, c'est également sur YouTube et Twitch, avec notamment les lives du mardi et du jeudi, avec le chef qui descend dans l'arène, Charles, qui répond à vos questions et qui fait un tour de l'actualité de l'ensemble des 4 sports, parce que oui, la NFL est finie. La saison 2023 est finie. Vive l'année 2024. Il va bientôt y avoir la free agency. C'est nous les free agents. Il va bientôt y avoir la draft. Et donc, après la pré-saison, tout ça, on va être là. Et il y a également les autres sports. La MLB, le Spring Training a commencé. Ça commence à battre son plein. On se prépare pour la saison fin mars, début avril. Et également après les playoffs NHL et de NBA. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller suivre donc ce mardi un épisode spécial du conseil de classe dans N1, votre émission 100% basket. Est-ce que j'ai été complet, messieurs? Je n'en doute pas. Ok, ça marche. moi, Eh je ben pense allez. que oui. Ah, tu penses que oui? D'accord. Eh bien, comme Descartes, tu penses, donc tu es. Mon cher Arthur, on va commencer tout de suite. On tape dans le dur tout de suite avec les Patriots. Les Patriots, 4 victoires, 13 défaites. Est-ce qu'on peut dire que rien ne s'est passé comme prévu du côté des Patriots et le chant du cygne n'a pas eu lieu? Bon, Ça n'a ouais, pas été un chant du cygne, ça a été le crash and burn total, mais on savait que ce club était sur une mauvaise pente depuis 2 ans, et ce à quoi on a assisté cette année, ça a été des séries de défaites entrecoupées d'occasionnelles victoires. Ils sont quand même offert Buffalo en semaine 7, si je ne dis pas de bêtises, Correct. mais c'est vraiment le seul gros nom qu'ils auront pu attacher à leur tableau de chasse
cette année, les autres clubs vaincus, ça a été les Jets, ça a été les Steelers, ça a été les Broncos. Pas forcément des clubs qu'on attendait à voir jouer les premiers rôles, hein, quoi qu'il arrive. Et c'est une très triste fin de règne pour Bill Belichick. Ouais. Entrecoupé en plus de controverses au poste de quarterback. Mac Jones et Billy Zappe qui ont échangé le poste à partir de la mi-saison à intervalles réguliers. En effet, on peut dire qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est tourné et qui a tourné dans le bon sens pour les Patriots cette saison. Ouais, pour rappel, ils ont eu une série avec 3 points contre Dallas. La semaine suivante, 0, un shutout contre New Orleans. Et après, quand ils marquent un peu de points, derrière, c'est contre Indiana, ils marquent 6 points, 7 contre les Giants. Et encore shutout contre les Chargers. Arthur, ça fait quand même beaucoup pour une franchise qui était la dynastie des années 2, enfin la grande dynastie pendant presque 2 décennies, les 2000 et 2010. C'est sûr, mais après, toute dynastie a une fin. Fallait qu'elle arrive définitivement à une fin. Cette saison conclut la dynastie parfaitement. Bill Belichick ne sera plus là l'année prochaine. Ouais. Les quarterbacks, ça va changer très probablement. Donc oui, forcément, ça n'a pas marché. Après, défensivement, ça a un peu plus tenu au niveau des points, mais c'était quand même assez limite. Donc, saison à oublier, pour tourner la page après la dynastie Tom Brady. Pour vous, les gars, c'est quoi qu'est-ce qui s'est, enfin, est-ce qu'il y a eu un espoir à un moment dans la saison que ça tourne, ou dès le début de la saison, on savait que ça allait mal s'emmancher et on sait que quand ça part mal, ça part mal. Un espoir difficile de le trouver. Alors, faut relativiser quand même certaines choses. Ils ont une défense qui a mis un petit peu de temps à se trouver, mais qui, à partir de la mi-saison, a bien tourné. Et malgré la perte de joueurs comme Matt Judon et Christian Gonzalez, c'est une défense qui a provoqué, je crois, un turnover lors de 11 de ses 12 derniers matchs. Ce n'est quand même pas rien. Et qui finit par se classer en milieu de tableau en termes de scoring. Ils finissent 15e. Et puis, idem, 11e contre la passe, 4e contre la course. Donc, cette défense, elle n'a pas à rougir de sa performance, même s'ils ont eu leur part de mauvaises journées également. Et je pense pas qu'il y a une raison particulière à cet échec qui a été la saison, mais c'est que aucune pièce n'était en place. Il y a eu énormément de pénalités, il y a eu des problèmes de clock management, des problèmes de play calling. Rien ne semblait coordonné. Lors de la free agency de la saison précédente, ils ont été très peu actifs. Oui. On peut s'étonner qu'ils aient pensé que Juju Smith-Schuster allait pouvoir remplacer Jacoby Myers. Moi, je pense qu'il y a surtout un manque de vision, même pas à long terme, même à court terme, pour ce club. Je pense également que Belichick avait vu quelque chose en Mac Jones qui ne s'est pas concrétisé. On parle quand même, Mac Jones, hein, d'un first round quarterback et d'un ancien champion universitaire avec Alabama. Ouais. Et force est de constater que jusqu'ici, son run en tant que quarterback titulaire, c'est un échec pour les Patriots. Alors, remplacer Tom Brady, c'est pas chose aisée, je veux bien l'entendre. Mais là, sans palier de décompression, je pense que les fans des Patriots, ils ont quand même frôlé l'AVC. Hein. Ouais, totalement. Arthur, toi, le fait que les receveurs n'aient pas été alimentés, que c'est ce bon vieux Ezekiel Elliott qui a plus de yards que les receveurs, tu trouves pas, enfin, c'est pas comment dire, une marque de ce qui n'allait pas du côté de l'attaque? Oui, clairement, l'attaque à la passe ne marchait pas. Ça s'est traduit par les 17 matchs de saison régulière qu'ils ont effectués. Très peu de succès. Forcément, quand ça va pas dans l'air, il faut aller au sol.
Et la clé pendant cette intersaison et du coup pendant la draft, ça va être de trouver un bon noyau offensif pour se reconstruire. Ok. Il faut signer des noms à la free agency. Il faut aller drafter un quarterback tôt au premier tour parce que a priori Mac Jones n'a pas l'air d'être la solution, même si c'est quand même, je le rappelle, un first round pick. À voir. Toi, tu penses que c'est par la draft que ils vont trouver un quarterback ou par la free agency? Parce qu'on sait qu'il y a quelques noms qui circulent, qui sont disponibles via trade et on sait qu'il y a quelques joueurs qui sont disponibles via trade. Honnêtement, Bah oui, à moins d'aller honnêtement, oui. chercher par exemple un Justin Fields, il faut du long terme de toute façon. Donc s'ils prennent un vétéran, ça marchera. Je pense pas que ça marchera super bien. Ok, même un Pour vétéran, le long terme, forcément. même prendre un vétéran qui prend sous sa coupe un quarterback que tu draftes effectivement, peut-être pas au premier tour, mais que tu mets en couveuse. Est-ce que ça, c'est quelque chose de. C'est pas quelque chose que tu vois possible? Ça pourrait être possible. D'accord. Je pense que Seb a beaucoup d'arguments pour cette solution, donc je vais le laisser s'exprimer là-dessus. Ah, Enfin, c'est peut-être parce que t'en moi, as pas, toi, mais vas-y. moi, Toi, tu. l'argument, Un peu moins. l'argument, il est assez simple. Ils ont le 3e choix à la draft. Il va rester qui comme quarterback au 3e choix? C'est peut-être déjà trop tard. Parce Ben, que faut pas rêver. Hein. Caleb Williams et Drake Mays, il y a 99% de chances qu'ils soient partis à ce moment-là. Donc ça laisserait Jaden Daniels de LSU. Mais il y en a un autre là qui monte un petit peu là où on voit qu'il balance quelques pizzas. ouais, au combine, mais au Ouais. combine, tout le monde, voilà, c'est pas. Bon, Voilà. pas tout le monde parce que Arthur y est allé. Il a pris une claque au 40 yards dash Mais, et voilà. voilà, moi je pense que leur quarterback, ils ne le trouvent, s'ils le trouvent à la draft, ça sera pas dans le premier tour. Peut-être qu'ils peuvent trouver un quarterback en 3e, 4e tour qui peut être une pépite, peut-être, mais je les imagine passer par la free agency. Et puis, recommencer là avec un rookie après l'expérience Mac Jones, moi, j'hésiterais très franchement. Et enfin, il faut pas oublier une chose, c'est que nos amis des Patriots, en termes de cap space, les gars, eh ben, ils sont blindés. Ouais. Ils ont 101 millions, presque 102, de cap space de libre. C'est eux qui ont le plus gros. Donc, Robert Kraft, s'il veut ouvrir le chéquier, c'est maintenant. Ouais. Ok. D'autres choses à rajouter sur la stratégie à venir ou est-ce que ça va être une longue et pénible reconstruction du côté de Boston? La question, les questions, c'est voilà, comment Jared Mayo va faire pour remplir les immenses chaussures de Bill Belichick et, Avec de la maillot. et est-ce qu'ils vont être plus actifs, beaucoup plus actifs sur la free agency? Il faut aussi qu'ils trouvent des offensive linemen parce que cette année leur ligne offensive, ça n'a pas été terrible. Il va peut-être falloir commencer par là. Ok, ça marche. Bon, allez. On enchaîne avec la deuxième équipe de New York. C'est les Jets. Je vais être un petit peu provoque, mais est-ce que leur saison a duré 43 secondes? Oh Oui. là là, que c'est Non. méchant. Alors, Mais c'est pas. il est méchant, tout ça, Non, parce que c'est l'autre club de New York. Ah là absolument là pas. là 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 Absolument là. pas. Non, en fait c'est une question qui est un peu déguisée. C'est est-ce que si Aaron Rodgers avait fait toute la saison, ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup, beaucoup mieux ou c'est peut-être la blessure de Aaron Rodgers a permis de cacher quelques carences qu'on ne voulait pas voir. Parce que certes, il y a beaucoup de promesses, mais il en manque un petit peu quand même. Je pense que la blessure d'Aaron Rodgers, ça reste, quoi qu'il arrive, un des événements malheureux, certes,
de cette saison 2023. Je trouve qu'on a tendance un petit peu à l'oublier quand on fait le bilan de la fin de saison, mais en ce qui me concerne, ça aura été vraiment un moment choc. Et ça a permis d'exposer une chose, c'est que le plan des Jets, c'était Aaron Rodgers. Du coup, quand Aaron Rodgers il est plus là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait pas grand-chose parce que il y a personne derrière pour assurer la place. Est-ce que ça aurait été mieux avec Rodgers? Je pense que ça n'aurait pas pu être pire, offensivement, hein, j'entends, parce que on va y revenir un peu plus loin. Il y a quand même aussi de belles raisons d'espérer du côté des Jets. Donc, je pense que ça n'aurait pas été pire. De là à dire que cela suffisait, même si tu embauches quelqu'un qui a été le dieu de la lumière du côté de Green Bay pendant des années, tu as quand même un quarterback qui a 39 ans, avec les risques que ça comporte. Et là, pour le coup, tout ce qui pouvait se passer de travers, s'est passé de travers pour les Jets. Et c'est ça que ça a exposé, en fait. C'est une équipe qui avait énormément d'ambition, peut-être à juste titre, au début de la saison, parce que au-delà de la hype, il y avait l'ambition des Jets. Hein. Eux, c'était clairement d'aller au Super Bowl, d'aller au bout. Ces plans, ils se sont effondrés au moment où le tendon d'Achille d'Aaron Rodgers se rompt. Ok. À côté de ça, mon cher Arthur, le fait que le jeu au sol, notamment Breece Hall, n'a pas atteint les milliards, Dalvin Cook, qui a été recruté avec beaucoup de bruit, en fait, il n'a pas eu le ballon. Toi, est-ce que ça en dit pas un peu et puis Michael Carter, qui est l'ancien en fait dans le backfield offensif, tu trouves pas que ça a manqué justement le jeu au sol, alors que justement on se retrouve avec Zach Wilson, du coup, enfin pour protéger Zach Wilson, pas de jeu au sol, c'est un peu, ça manque. Oui, je rejoins Sébastien sur un argument, c'est le projet des Jets, c'était Aaron Rodgers. Et là, Aaron Rodgers n'est plus, et forcément, il n'y a rien qui va offensivement. Quand tu as Zach Wilson aux commandes et que rien ne se passe comme prévu, tu es censé te reposer sur ton jeu au sol, et le jeu au sol, il n'est pas présent. Et de toute façon, on le sait tous, pour une très bonne attaque, il faut un jeu diversifié. Il faut qu'il soit bon à la passe, il faut qu'il soit bon au sol. Et bon, là, les Jets, pardon, c'était aucun des deux, et ils comptaient se reposer forcément sur leur vétéran Aaron Rodgers. Donc, oui, forcément, ça a donné toutes les convictions des Jets pour cette saison. Ok. Seb, dans cette saison, ce qui n'a pas manqué, c'est que est-ce que ce qui n'a pas manqué, c'était pas la ligne offensive, parce que pour protéger, on sait que pour qu'une attaque fonctionne, il faut que ton 5 de devant bloque tout, quoi. Alors, je voudrais juste tempérer d'abord un petit peu ce qui a été dit. Parmi les raisons d'espérer pour les Jets en attaque, c'est que quand même, leurs bons joueurs sont restés bons. Tu parlais de Breece Hall, il n'atteint pas les milliards. Ok, il est à 994, Oui. mais il fait ça il fait ça certes en 17 matchs, il marque 5 fois. Moi, je trouve que c'est une très bonne performance. En particulier, il faut se souvenir d'où il revient. Hein. C'est quelqu'un qui s'est fait un genou la saison précédente. On n'était même pas sûr qu'il puisse revenir à un bon niveau. Il est revenu à un bon niveau. Pardon. Garrett Wilson, 95 réceptions, 1042 yards, Oui. 3 touchdowns. Il continue de performer alors qu'il est bien seul. Il faut noter aussi Tyler Conklin, qui fait la meilleure saison de sa carrière, je crois. 61 réceptions, 621 yards, c'est des records personnels. Donc, il y a aussi de quoi espérer. Et en défense, tu as Quinnen Williams et Sauce Gardner qui vont tous les deux au Pro Bowl pour la deuxième année consécutive. Donc, il y a tout de même des raisons à espérer. Alors, effectivement, oui, il faut protéger ton quarterback, il faut ouvrir des brèches. Tout ça, on le sait, c'est la base. En termes de protection, oui, les quarterbacks, ils ont été saqués 64 fois à New York. À titre de comparaison, du côté de leurs adversaires, hein, c'est 48 sacs cumulés.
Ça vous donne une idée de la différence. Donc évidemment, ça va être un axe de travail, mais surtout, moi, je voudrais poser une question. C'est Nathaniel Hackett. Nathaniel Hackett à Denver, c'était déjà compliqué. Pourquoi est-ce que ça aurait marché à New York? Pourquoi est-ce que lors de la draft précédente, ils ne draftent pas un receveur pour faciliter un peu la vie de Garrett Wilson? Ils ont préféré mettre de l'argent dans Allen Lazard et Mecole Hardman qu'ils n'ont même pas gardé, qu'ils ont transféré à Kansas City à la trade deadline, alors que, je ne veux pas dire de bêtises, mais la saison dernière, lors de la draft, à leur tour, il y a encore Zay Flowers de disponible. Et Zay Flowers, il fait la pluie et le beau temps à Baltimore. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été anticipées. Tiens, voilà, j'ai retrouvé quand au premier tour, ils auraient pu prendre Zay Flowers, Jordan Addison ou Jackson Smith Njigba. Ça fait quand même un chouette casting à côté de Garrett Wilson. Donc, moi, je pense, je reste sur mon hypothèse, c'est que leur plan, c'était Aaron Rodgers et c'est tout. Et quand il a plus été là, il n'y avait plus de plan. Ok. Alors, moi, je voulais d'abord faire ce qui allait pas, mais et après faire ce qui allait, les raisons d'espérer. Tu as donné tes raisons d'espérer. Toi, notre cher Arthur, toi, c'est quoi les raisons d'espérer? Bah, ça peut que être mieux. Non, ça peut pas que être mieux. Ils ont terminé troisième, ils auraient pu terminer quatrième. Hein, je suis désolé. Oui, mais là, ils ont le retour du quarterback titulaire. J'espère que cette saison leur a fait ouvrir les yeux sur ce qu'était leur équipe sans Aaron Rodgers et donc du coup leur équipe tout court, enfin presque toute leur équipe. Il faut qu'ils recrutent du coup davantage en free agency. Il faut qu'ils draftent ce qu'ils ont besoin. Et sinon, j'ai envie de mettre en petit point positif quand même de la saison la défense de début de saison. Bah, la défense tout court. La défense, c'est une équipe qui, la saison précédente, avait été quasiment une. Elle a craqué à la fin. Oui, mais je te parle de la saison Oui, précédente. C'était une équipe qui avait un vrai visage défensif et à qui on pensait qu'il manquait un quarterback. Et on sait que la saison défense. précédente. Oui, pas l'année 2022 2023. Oui, 2022. C'est une Ok, équipe. ok. Pardon. C'est une équipe qui a un vrai visage défensif avec un coach, Robert Saleh, qui est un spécialiste de la défense, n'est-ce pas, mon cher Seb, puisque tu l'as eu en tant que coordinateur défensif. D'ailleurs, est-ce que vous, les gars, vous pensez que Robert Saleh garde son poste parce que Aaron Rodgers s'est blessé et que avec le même résultat et Aaron Rodgers, il aurait sauté? Oui. J'en ai aucune idée. Alors là, pour être très honnête, Bon, d'accord. Ouais, c'est vraiment là, c'est une question que je sais parce que malgré leur contre-performance, j'ai jamais eu l'impression qu'ils aient parti des coachs qui étaient sur le siège éjectable. Ok. Vois-tu? Donc, je pense que le front office a envie de lui laisser une chance. Ok. Il faudrait peut-être pas qu'il fasse une deuxième saison dans le même temps. Il faut qu'il y ait une progression la saison prochaine et ça va passer. Comme disait Arthur, notamment par la très certainement par la free agency, et puis par le renfort de leur ligne offensive. Hein, tu le disais tout à l'heure, Yaya, mais c'est vrai que la ligne, ils ont un gros problème parce que Brown ne reviendra pas, leur tackle gauche, Mekhi Becton au tackle droit, il reviendra pas. Et ils ont deux autres joueurs qui reviennent de. Ils ont un autre joueur qui revient de blessure au poste de garde droit, Alijah Vera Tucker. Et Laken Tomlinson, il a eu beaucoup de mal cette saison. Donc c'est malheureux à dire, mais c'est plus une ligne, c'est un gruyère. Il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. On verra d'où viendra la solution. Je ne sais pas trop comment ils sont en cap, nos amis des Jets. Ils sont pas très riches. Hein. Il y a un petit peu plus de 20 millions de cap. Pareil, je n'ai pas regardé s'ils avaient des joueurs qui pourraient alléger tout ça. S'il y a peut-être
peuvent peut-être libérer un peu de masse salariale s'ils trade Zach Wilson. Qui en voudrait? Mais ça, alors, non, tu auras toujours un club pour sûr. prendre un QB qui a un tout petit jeune, mais qui a quand même un tout petit peu de bouteille et qui connaît le terrain. J'ai pas trop d'appréhension là-dessus pour lui. Il trouvera un club. Pas dit qu'il trouverait un poste de titulaire, attention, mais il trouvera une place sur un banc. Ça, j'ai pas trop de, j'ai pas trop de T'as pas de doute? Voilà, j'ai pas trop de doute là-dessus. Désolé, je cherchais mes Non, mots. c'est pas grave. On se connaît tellement que les yeux fermés, tu vois. Est-ce qu'on peut dire quand même, pour conclure sur les Jets, que c'est l'équipe qui va être encore à suivre l'année prochaine et qu'il y a quand même, parmi les équipes, on va dire, middle bass, sont celles qui ont le plus de certitude? Leur off-season va être à suivre, Ouais. ça c'est sûr et certain, pour voir comment ils s'activent un petit peu sur le marché. Même leur draft va être très intéressante à suivre. Et je pense que la hype de la saison écoulée ne sera plus là. Ok. Ils vont être regardés d'une façon un petit peu plus circonspecte, à mon avis. D'accord. Bah, moi, je pensais, tu vois, un peu à l'image de Cleveland, l'année 2 de Baker Mayfield, je pensais, tu vois, qu'ils allaient être toujours gardés toujours. Arthur, des choses à rajouter là-dessus? Tu vas les suivre? Oui, de toute façon, je vais suivre tout le monde cette off-season. Je suis obligé. Oh, c'est mignon. Ok. Oui, je suis loyal à The Free Agent, forcément. Donc, je vais suivre les 32 équipes cette saison. Cette Ok. off-season. Ok, ça marche. Allez, on continue. On va passer avec une équipe qui était en tête de la division du début jusqu'à la fin. Ils ont fait quelques performances spectaculaires, notamment un match contre Denver de notre ami Vince, que l'on salue au passage. C'est Miami, 11 victoires, 6 défaites. Et Miami qui se fait coiffer sur le poteau pour la division. Vous, les gars, comment vous analysez cette équipe? Parce que j'ai quand même beaucoup de mal, moi, à les lire. Une équipe fabuleuse en début de saison, qui aurait mérité plus, mais qui, au moment de conclure, un peu à l'image d'Arthur en boîte de nuit, on n'y arrive pas. Allez, c'est drôle. Alors, qui aurait mérité plus, attention, on va se calmer là-dessus. On parle d'une équipe qui était 9-3 en week 13 pour finir 11-6 et qui avait une réputation de fort contre les faibles, qui s'est pas arrangé en se faisant battre 2 fois par Buffalo, par Baltimore et Philadelphie, et ils ne battront dans leur saison qu'une seule équipe qui ira en playoff, c'est Dallas, malgré la somme de talents présente dans leur effectif. Donc, qui méritait mieux? Attention, moi je pense que justement, ils ont eu ce qu'ils méritaient. En perdant déjà la tête de la division sur le fil au profit de Buffalo et en se faisant sortir par Kansas City sans ménagement au premier tour de playoff. Cette équipe, elle est, comme tu l'as dit, compliquée à lire, Yaya, mais quand on regarde la globalité de leur saison, quand on prend un peu de recul, alors que statistiquement, ça flotte au-dessus de tout le monde, ou presque, pour vraiment schématiser la chose, on se rend compte que les résultats, ils sont un petit peu plus suspects. Alors, comme tu le disais, c'est difficile de ne pas le rappeler. D'accord, ça passe un 70-20 à Denver. Denver, à ce moment-là de la saison, qui est très très mal, mais ça prend un 48-20 contre Buffalo la semaine d'après. Comment c'est possible ? Comment c'est possible, face à des rivaux de poule, de s'effondrer à ce point quand tu as sorti une performance de mammouth face à un club qui, lui non plus, n'était pas appelé à jouer les premiers rôles dans la Ligue cette année? Comment tu peux laisser filer un match contre Philadelphie en week 7, alors qu'à ce moment-là, Philadelphie, c'est les cadors de la NFC, avec San Francisco et Dallas, et que c'est un match, quand tu es Miami, quand tu as une équipe qui a cette ambition, quand tu as une équipe qui a été présentée comme étant
la force de cette division pendant toute l'intersaison, comment tu peux laisser filer un match pareil? Ouais. Arthur, toi, comment tu les vois? Et je précise juste qu'ils ont réussi l'exploit de perdre contre Tennessee en sus. Mon cher Arthur, toi, comment tu les vois? Un peu comme Sébastien, c'est une équipe qui a bénéficié d'un calendrier très 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 favorable, qui n'a pas su gagner contre des grosses équipes à part Dallas en fin de saison. Et c'est le problème, c'est qu'ils n'ont pas perdu de peu. La quasi-totalité des matchs face à leurs rivaux, c'est des grosses déroutes. J'ai en tête Baltimore à quelques semaines de la fin, je crois que c'était au Nouvel An, où ils perdent Oui. 56-19. Il y a la déroute de Buffalo aussi. Ouais, Et franchement, 21-14 contre Buffalo à domicile. C'est pas non plus. non, mais la première aussi. Ok. Ouais, bah, le match aller, ils en prennent une sévère. Hein. Ouais, 48-20, ça fait mal. Ouais. Ouais, Voilà. non, ok. Je vous l'accorde. Mais ouais, franchement, ils ont gagné contre les équipes qui devaient gagner, ça, il n'y a pas de problème. Mais derrière, c'était trop limite pour aller chercher, vraiment espérer quelque chose en post-season. Pour vous, les gars, alors après, moi je pars du même principe que pour la NBA, c'est-à-dire que quand le nombre de points encaissés, ça veut tout dire et rien dire parce que si tu passes pas beaucoup de temps sur le terrain, si en une action tu donnes la balle à Tyreek Hill qui passe tout le terrain, forcément ta défense sera beaucoup plus exposée, il y aura beaucoup plus de possession. Mais est-ce que pour vous, le problème vient de l'attaque, de la défense ou un peu un mix des deux? Parce que on a quand même eu Tyreek Hill qui était en route pour les 2 milliards sur la saison. Après, il s'est blessé. Jalen Waddle qui est quand même un sacré joueur. Devon Chain qui a enchaîné les grosses perfs. Raheem Mostert, pareil. Plus Jeff Wilson Jr. Il y a un peu de tout en attaque quand même, les gars. Je pense pas que l'attaque ou la défense en eux-mêmes soit un problème. Comme tu l'as dit, en attaque, il y a des skill players à tous les étages. Hein. Il y a Tyreek Hill, il y a Jalen Waddle, tu as Devon Etchen qui est vraiment une des révélations de la saison pour moi. Tu as une défense qui est 10e en total yard. Tu as Jalen Ramsey qui fait 3 interceptions. Tu as une defensive line qui s'est très bien comportée avec 10 sacs pour Zach Ziller et 9 pour Christian Wilkins. Tu as Bradley Chubb aussi au poste linebacker qui fait 11 sacs. Ce qui a manqué, c'est de la constance pour cette attaque. Moi, je reprends ce point-là. Il passe 70 points à Buffalo pour en encaisser 48. 70 points à Denver, pardon, pour en encaisser 48 contre Buffalo la semaine d'après. Ils n'ont pas été épargnés par les blessures, en particulier en défense. En particulier dans le backfield, quand tu as un secondary qui perd notamment Xavier Howard et qui est obligé de se reposer sur des gens comme Eli Apple dans les 3 derniers matchs de la saison et 3 matchs qui étaient pas parmi les plus faciles du calendrier, hein, parce que pour mémoire, c'était quand même Dallas, Baltimore et Buffalo. On a connu plus tendre comme fin de championnat. Ouais. Mais oui, forcément, quand ton backfield est déjà à la peine, quand tu as tes titulaires, ça n'arrange pas l'affaire. Parce que il ne faut pas oublier que cette attaque, même si elle encaisse relativement peu de yards, elle prend quand même pas mal de points. Elle en encaisse 23. Et ça, pourquoi ? C'est parce que les touchdowns à la passe, ils pleuvent un petit peu sur Miami. Et puis, pour revenir sur cette constance, c'est une équipe qui est 1-5 contre les clubs qui ont une fiche gagnante la saison passée. Et puis, tu as, quand les matchs sont serrés, il faut quand même le reconnaître, toi, Tagovailoa qui a quelques problèmes en 4e quart-temps quand la situation devient compliquée. Donc, tout ça, additionné bout à bout, malgré le talent, c'est des petites scories qui te coûtent des matchs, voire qui te coûtent ta saison. Arthur, pour toi, est-ce que je vais peut-être faire un crime de lèse-majesté, hein, désolé Seb, il n'y a pas un problème de coaching, Mike McDaniels, qui est excellent en conférence de presse, mais en gestion notamment des matchs, il gère très bien l'attaque, mais par rapport à la défense, il n'a pas besoin d'un peu d'aide en défense?
Arthur? Oui, sûrement. Il est très drôle, hein, ça, il n'y a pas de problème en conférence de presse et tout. Mais c'est vrai que défensivement, ça s'est un petit peu ressenti, je trouve, cette saison au niveau du coaching. Donc, Dans les moments clés, ouais. Parce que Jalen Ramsey a 3 interceptions, mais il a manqué les premiers matchs de la saison. oui, c'est pour ça, c'est quand même déjà c'est quand même déjà impressionnant pour Jalen Ramsey Qui est plus tout jeune. oui, c'est forcément qui est plutôt jeune et qui a quand même manqué une bonne partie de la saison. Il est revenu en grande forme d'ailleurs. Mais ouais, de toute façon, c'est une inconstance et un manque de, de bons choix dans des moments clés qui a pénalisé Miami, surtout en fin de saison. Seb, toi qui as bien connu Mike McDaniels, du côté, quand il était coordinateur du côté des Niners. Bah, je vais abonder en ton sens, parce qu'on parle quand même d'une équipe qui a la 2e attaque, mais la 22e défense. Alors, 22e défense, c'est pas forcément honteux, hein, mais l'écart entre les deux est grand. Il semblerait que Vic Fangio ne reviendra pas en defensive coordinator la saison prochaine. Ok. Donc, c'est ce qui se dit, hein, du moins, c'est ce que j'ai pu lire ça et là. Du coup, qui le remplace et qu'est-ce qu'on fait? Parce que je pense vraiment que cette équipe a besoin d'aide en défense, parce que lorsque les situations en fin de match se durcissent, très souvent, le salut vient de la défense et c'est la défense qui tire vers le haut le reste du club dans ces situations. Ouais. Et là, ça n'a pas été le cas parce ils n'en ont malheureusement pas eu les moyens pour les raisons qu'on a citées. Mais après, encore une fois, cette défense, elle n'est pas dénuée de talent. Il manque quelque chose. Il manque le facteur X qui pourrait la faire passer du bon côté. Est-ce qu'il manque un peu le mal alpha de la défense qui fait le statement? Le leader. Ouais. Le leader, le chef de meute, oui, c'est possible. Celui qui va apporter une attitude. L'équivalent d'un Von Miller à l'époque du côté de Denver, quoi. Le mec qui. Je suis assez d'accord avec ça. Une personnalité très forte qui peut tirer cette unité vers le haut. D'accord. Dernière chose sur Miami. Alors, vous connaissez ma marotte. Hein, ils ont un avantage, c'est effectivement de jouer au soleil toute l'année ou avec un stade. Charles avait fait un article dessus où ils mettent le soleil dans le visage du banc adverse. Mais à contrario, quand ils vont jouer à l'extérieur et notamment dans le froid, ils sont enclins à perdre les matchs. Est-ce que vous pensez que ça, c'est peut-être un gros désavantage quand vient les matchs qui sont importants en fin de saison? C'est possible. Après, quand dans ta poule, tu as Buffalo, tu New as York New York et et Boston. Boston, enfin la Nouvelle-Angleterre au sens large et Boston, mieux vaut que tu sois préparé à jouer dans le froid. C'est sans doute vrai statistiquement. Après, moi, à titre personnel, j'ai du mal à évaluer cet impact-là sur les joueurs et sur la qualité des prestations. D'accord, ok. Bon, ben, c'était une vraie question de journaliste con, c'est ça, c'est ce que tu voulais dire? Ouais. Pardon? Tu voulais dire que c'était une question con de journaliste? Non, 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 pas du tout. C'est certainement un fait, mais moi, c'est quelque chose que j'ai un peu de mal à intégrer à titre personnel, surtout qu'on parle de clubs qui ont la chance de s'entraîner et de voyager dans des conditions top luxe pour la plupart. Donc, c'est un argument que j'ai parfois du mal à recevoir. Ok, ça marche. Mais je ne dis pas qu'il est fallacieux, hein, attention, c'est pas ce que j'ai dit. D'accord. Juste, alors, une dernière question, Arthur. Est-ce qu'on fait le procès de Tua Tagovailoa? Non, Trop non, tôt? trop tôt. Non, je Ok, suis gentil. Je suis d'humeur gentil aujourd'hui. On le fera une prochaine fois. d'accord. Seb, Tua, tu. Je lui laisse une année.
Non, pourquoi faire son procès? Il a lancé plus de 4 milliards, 29 touchdowns, 14 interceptions. Je suis désolé, c'est une saison très propre. On était très inquiets pour sa santé à l'entrée de cette saison. Bon, force est de constater que Miami a su faire les choses pour le protéger. Il a été saqué 31 fois, donc ça veut dire que c'est quand même une situation confortable. Après, on a parlé de ses difficultés dans le 4e quart-temps dans certaines C'est situations. pour ça. Est-ce qu'il faut qu'il travaille un petit peu sur l'aspect mental du jeu? Ça, par contre, c'est pas impossible. J'ai du mal à croire que après ce par quoi il est passé lors de la saison précédente et ces problèmes de commotion, mais qui en étaient pas, mais qui en fait en étaient, ça peut quand même laisser des traces et certaines appréhensions au moment où le jeu se durcit. Mais faire le procès de Tua Tagovailoa, non. Que Arthur disait trop tôt, beaucoup trop tôt. On en reparlera quand il aura balancé 36 interceptions et qu'ils seront à 15. Mais je pense que c'est pas pour demain. Ouais, moi, c'était plus dans le sens où les matchs qui comptent, effectivement, est-ce que c'est pas dans ces matchs-là, justement, qu'on attend de lui qui prenne la responsabilité comme un quarterback dont on va parler juste après. Avec ce qu'on a dit auparavant, est-ce qu'on peut vraiment lui faire porter seul là, parce que si on va par là, tenez, je vous sors une petite stat de derrière les fagots. Tyreek Hill, il a droppé 12 ballons. Ah mais tu vas mettre de l'eau à mon moulin, parce que depuis le temps que je le dis que c'est un serial dropper. Bon. Oui, mais ça, personne n'en parle, monsieur. Ah mais non, les médias nous mentent. Les médias nous mentent. Voilà. Ah non, mais c'est pour... Et voilà. Tout le monde se demande pourquoi il est parti de Kansas City, mais c'est pour ça. C'est parce que il droppait les ballons. Et tout ça pour récupérer Kadarius Toney. Kadarius Toney, c'est ce que j'étais en train. C'était ce que j'étais en train de me dire. Mais bon, plus sérieusement, voilà. À la lueur de tout ça, est-ce qu'on peut lui faire porter la responsabilité? Non, je pense qu'il y a une forme de responsabilité collective, il y a une responsabilité de la part des joueurs, il y a les intangibles comme les blessures, il y a une responsabilité de la part du coaching staff. Tout ça, moi, je vois ça comme des boulons à resserrer, mais il est vrai que cette équipe n'a pas eu le rendement... Non, je corrige, n'a pas eu les résultats qu'on attendait de leur part en début de saison. Le rendement, il est là. Je veux dire, l'attaque, elle a tourné, c'est ce qu'on attendait, c'était une grosse machine offensive. C'est... le résultat final qui est décevant. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que 2024, là, la fenêtre est grande ouverte et que la fenêtre de tir va commencer à se réduire à partir de maintenant? Je suis d'accord avec ça. Il est fort possible que leur fenêtre de tir commence à se refermer maintenant. Ça fait déjà 2 saisons qu'on attend beaucoup de choses de leur part. La saison 1 de Mike McDaniel, ça a été une saison de mise en place. La saison 2, ça devait être l'apothéose. Là, si c'était l'apothéose, la saison 3, elle pourrait être compliquée. Ok, ça roule. Arthur, des choses à rajouter sur Miami? Non, c'est ce que vous avez dit me semble très complet. Je me retiens pour Buffalo. Mais alors là, mais Arthur, bon, excuse-moi, c'était à moi de lancer Buffalo. J'allais faire une transition avant, mais bon, écoute, j'allais parler de la mascotte des Dolphins qui s'est faite kidnapper et que Ace Ventura allait récupérer. Mais bon, écoute, puisque c'est comme ça, on va parler des Buffalo Bills. Les Buffalo Bills pour qui la saison a été extrêmement compliquée, pour pas dire pénible, et qui finalement sur le buzzer chip la première place justement au Miami Dolphins dont on vient de parler. 11 victoires, 6 défaites également. Il chope le 2e seed au dernier moment. On parlait de fenêtre de tir juste avant, on en a parlé pendant toute la saison qu'elle se réduisait. Est-ce qu'ils n'ont pas laissé passer leur chance cette saison, nos amis des Bills? Parce que Dieu sait que ça a été compliqué. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que quand on est fan des Bills, vaut mieux pas être cardiaque. Parce que ça a été un sacré montagne russe émotionnelle pour les fans de Buffalo, à commencer par cette défaite en ouverture du championnat en overtime face aux Jets qui venaient de perdre Aaron Rodgers
quelques minutes, 3 grosses heures avant. Donc il y avait de quoi se dire que la saison commençait sous de mauvais augure. Et puis non, le club se lance et 3-1 à la 4e journée, mais patatras à la 12e, après une défaite en overtime contre Philadelphie, ils sont 6-6. Et à ce moment-là, on donne quand même pas cher de leur peau et on se dit que cette saison va être une vraie déception. Et puis, leur bye week passe et là, comme dirait Jack White, I cut like a buffalo. Ils enchaînent les victoires, finissent 11-6 et piquent le titre de division au nez à la barbe de Miami lors d'un match qui se terminera 21-14 en semaine 18. Et puis, c'est un petit peu à l'image de leur style de jeu en particulier offensif et du style de jeu de Josh Allen qui prend énormément de risques, qui est un vrai joueur explosif et spectaculaire. Et le souci, c'est que parfois ça paye, parfois ça ne paye pas. On peut être déçu par cette fin de saison, puisqu'il faut rappeler que leur saison elle va se terminer lors du Divisional Round contre les Chiefs de Kansas City sur le score de 24-27 avec un match acharné et un Jason Kelce déchaîné dans les tribunes. Ah oui, Jason Kelce, oui, pardon. Déchaîné dans les tribunes. Voilà, cet homme est notre leader, hein, je vous le rappelle. Il vient d'annoncer officiellement sa retraite. Hein. Il a annoncé ce lundi officiellement sa retraite. On le savait, mais c'est officiel. Voilà, c'est officiel cette fois. Il laissait planer un petit peu le doute, mais cette fois, c'est dit. Donc effectivement, cette fin de saison, on peut la juger décevante parce que c'est un club dont on attend beaucoup depuis maintenant plusieurs années et ça ne semble pas se concrétiser. Et là aussi, je vais être d'accord avec toi, Yaya, la fenêtre de tir, elle est peut-être en train de se refermer. On a parlé de meurtrière toute la saison avec Flav. Pour toi, Arthur, est-ce qu'elle est passée, la fenêtre de tir? Elle est peut-être pas totalement fermée, mais ça se referme très fortement parce que cette saison, on attendait beaucoup d'eux. Il y a eu déception de début de saison, il y a eu la remontada de fin. Ils étaient underdogs dans ces playoffs. Ça commençait plutôt bien. Ça a perdu face aux Chiefs. Toujours pas de Super Bowl pour Buffalo. Faut changer des choses. Faut tenter des choses parce que, a priori, avec la fenêtre de tir se referme. Je pense que cette année, elle était grande ouverte pour eux en début de saison, mais Grande oui, ouverte, bah, toi, tu vas jusqu'à grande ouverte alors que on savait que c'était quasiment la saison ou jamais. Parce que c'était l'année précédente, en fait, où elle était grande ouverte. Là, ça se refermait et c'était quasiment win or go home. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti et que j'ai senti que c'était une équipe qui était vraiment en fin de cycle, que Sean McDermott, il n'avait plus les ressorts. Alors oui, il y a Josh Allen qui a fait 18 interceptions parce qu'il a été obligé de prendre l'équipe sur son dos. Il y a eu de la friture sur la ligne toute la saison avec Stephen Diggs. C'est quand ils ont changé de coordinateur offensif qu'il y a eu le regain avec beaucoup plus de jeux de course, avec James Cook qui a été beaucoup plus impliqué. Il a fait 1122 yards et c'est ça qui a été vraiment le déclencheur. C'est-à-dire que Jared Allen n'était plus la première force offensive au sol. C'était James Cook. Ce qui a permis justement de jouer beaucoup plus avec Stephen Diggs, un jeu aérien beaucoup plus centré sur Stephen Diggs. Gabe Davis a eu un peu moins de ballons. Dalton Kincaid a eu un peu plus de ballons et surtout l'émergence de Khalil Shakir. Moi, j'ai trouvé justement que ça manquait un peu de relais et je ne serais pas surpris qu'il y ait un trade, que Stephen Diggs demande son trade et que ce soit vraiment la fin des espérances du côté de Buffalo parce que Stephen Diggs veut chercher un titre et il sait que du côté de Buffalo, ben, maintenant c'est fini. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, je pense Arthur? que je me suis peut-être mal fait comprendre, mais c'est dans leur cycle d'ouverture où ils peuvent aller chasser le Super Bowl. Donc forcément, il y avait l'année dernière où c'était grande ouverte. Et en fait, je parlais du cycle en général grand ouvert et que là, bah, il se referme.
Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je me suis compris. C'est pas le principal vu qu'on est en podcast, mais oui, de toute façon, je pense que Stephon Diggs, en plus, la saison n'était pas top non plus de son côté. Je pense que c'est la fin et que oui, comme tu dis, quand il s'en va, c'est S'il peut-être s'en la va, fin. ouais. Ok. C'est Toi, pour- toi Seb? Si on devait enregistrer le départ de Stephon, ça serait clairement une fin de cycle pour ce club. Et alors après, à voir comment tu peux le relancer. Moi, je suis d'accord sur le fait que la fenêtre de tir, elle est clairement en train de se refermer pour ce club, parce qu'on a vu les efforts qu'il a fallu faire pour que cette attaque commence à avoir un peu de constance. Tu en as parlé, Yannick, ça a été de se recentrer enfin sur le jeu au sol. Parce qu'il faut bien dire que James Cook, jusqu'à la mi-saison, en très gros, il est, je ne vais pas dire invisible, mais il est partie congrue dans le dispositif. Et à partir du moment où on le remet au centre de ce jeu au sol et qu'on ne demande pas à Josh Allen d'être au four et au moulin, parce qu'il faut rappeler qu'au sol, le deuxième coureur, c'est Josh Allen avec 524 yards et qu'il marque 15 fois au sol. C'est considérable. Cook, il marque 2 fois au sol pour donner une idée du poids de Josh Allen, même dans le jeu au sol. Et c'est à partir du moment où on a tenté de rééquilibrer les forces que justement les victoires ont commencé à s'enchaîner et que ce club a tourné au régime auquel il aurait dû tourner toute la saison. Ça n'a pas été le cas. Je pense qu'ils peuvent s'en vouloir pour cela parce que en faisant ces ajustements beaucoup plus tôt, ce club aurait été beaucoup plus serein. Et là, ils ont joué toute leur deuxième moitié de saison avec quasiment la peur au ventre. Alors, la peur, ça peut être un très grand motivateur, mais c'est quand même assez épuisant de jouer dans ces conditions. Et puis, bah oui, sur le papier, ils finissent au divisional round, ils tombent contre le futur champion en titre. Sur le papier, il n'y a rien de honteux, mais on attendait tellement plus. Ouais. Ah ben clairement, c'est une équipe qu'on attendait au moins en finale de conf et aller au Super Bowl. Quand ils ont fait beaucoup d'investissements ces dernières saisons. Après, il y a eu des blessures, il y a eu l'histoire extra-sportive de Von Miller. Ça fait un petit peu beaucoup quand même. Ça fait beaucoup de distractions, mais ça fait partie des impondérables qui composent une saison. Si on se tourne strictement vers le terrain et uniquement vers le terrain, statistiquement, c'est une équipe non plus qui n'a pas eu à rougir. Hein. Oui. 6e attaque, 4e défense, sur le papier, ça tourne dans tous les secteurs ou presque. Simplement, les espoirs placés en eux ne se sont pas concrétisés. Alors, c'est tout de même presque une surprise qu'il pique le titre de division à Miami, tellement la hype Dolphins était forte dans cette AFC Est. Mais néanmoins, leur grande chance, c'était certainement, comme tu l'as dit Yannick, la saison précédente. Et là, moi, j'ai peur que ce soit trop peu, trop tard, à moins qu'on leur adjoigne d'un côté ou de l'autre de la balle vraiment une arme, un joueur décisif qui pourrait faire basculer ce club et dans une position de gagner tout de suite. J'ai une question comme ça qui me vient. Pour vous, Buffalo, c'est plutôt une équipe basée sur l'attaque ou plutôt sur la défense? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que Quelle est l'identité? Les deux côtés du ballon sont très très bien classés. J'aurais tendance à dire sur l'historique du club que c'est très souvent l'attaque qui a fait la marque de Buffalo dans les années 90, la no huddle offense de Marv Levy, et aujourd'hui le jeu très explosif et spectaculaire de Josh Allen. Mon impression irait dans ce sens. D'accord. Arthur? Je vais aussi aller côté attaque. À peu près les mêmes arguments que Sébastien, donc ça sert à rien de les répéter du coup. D'accord. Voilà. Moi, pour ma part, en fait, je vais aller à l'opposé de vous deux.
Moi, je pense Faut que toujours que tu te distingues, hein, c'est dingue. ouais, exactement. Non, parce que pour moi, en fait, c'est quand la défense est vraiment au top qu'ils peuvent aller chercher des choses et que c'est vraiment quand il y a vraiment les gros noms qui arrivent en défense et qui sont performants que là, ils marquent la différence et que en fait, la constance est sur l'attaque. Ils marqueront avec un quarterback comme ils ont et surtout que quand la défense est extrêmement présente, Josh Allen n'est plus obligé de surjouer, d'être en surjeu et du coup ne va plus tenter autant de passes un petit peu au cordeau et ne va arrêter de trop courir et parce que en vieillissant, il va falloir qu'il réduise son nombre de courses. Absolument. Euh, Mais c'est vrai que c'est un constat qui est très juste parce que quand tu regardes leur victoire, ils battent Miami 48-20. C'est-à-dire qu'une défense qui tient Miami à 20 points, c'est quand même pas rien. Ils battent Kansas City en les tenant à moins de 20 points. Ils bloquent le compteur à 17. Ils battent les Cowboys en les bloquant à 10 points. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup, j'ai vraiment pas les chiffres en tête, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de clubs cette année qui ont tenu les Cowboys à 10 points, même à moins de 20 points. Donc c'est vrai que cet argument, il est absolument et tout à fait recevable. Oui, ça m'arrive d'avoir des éclairs de lucidité. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ces Buffalo Bills? Alors, Arthur, Non. Non. à part se demander une fois de plus de quelle façon ils peuvent rouvrir cette proverbiale fenêtre de tir dont on a parlé, sachant alors là aussi que ils pourront pas trop compter sur la free agency parce que par contre eux au niveau du cap ça rigole moyen, hein, ils sont 41 millions au-dessus donc ils peuvent pas trop se permettre d'ouvrir le carnet de chèques. Est-ce que ce club alors c'est paradoxal de dire ça de la part d'un champion de division, mais comment est-ce qu'ils peuvent se relancer? Comment est-ce qu'ils peuvent se donner un nouvel élan qui effectivement permettra de les compter parmi les prétendants au titre? Parce que prétendant au titre de division la semaine prochaine, ça me paraît pas dénué de sens. Prétendant au Super Bowl, la marche me paraît haute. ouais, mais alors justement, je rebondis sur ce que tu dis. Est-ce que Buffalo aujourd'hui doit se contenter d'un titre de division? Mais non, précisément. Donc, C'est bien pour ça qu'on parle de cette fenêtre de tir qui se referme. ouais. Ça me coûte de le dire parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais je pense que c'est Stephen Diggs qui doit être tradé pour récupérer ou des tours de draft pour récupérer des joueurs. S'ils ont vu des choses dans leur roster et notamment sur les receveurs, c'est maintenant. On a vu Khalil Shakir beaucoup plus investi en deuxième partie de saison, notamment parce que Stephen Diggs était double teamé. Est-ce que c'est pas maintenant qu'il faudrait peut-être essayer de changer quelque chose? Et dernière chose, est-ce que Sean McDermott est l'homme idoine encore pour continuer à tenir la destinée de... Parce qu'on sait qu'il y a des coachs qui sont très bons pour amener du point 0 à playoff, mais peut-être que pour la marche au-dessus, il faudrait peut-être insuffler autre chose. Alors, on va commencer par le point Stephen Diggs. J'aurais tendance à être d'accord avec toi dans les grandes lignes, et là aussi ça me coûte de le dire. Simplement, effectivement, s'il le laisse partir, il va falloir récupérer un autre playmaker, et un playmaker qui soit efficace tout de suite, parce que le volume de jeu qu'il occupe est particulièrement important. Excuse-moi, je vois juste, j'ai vu passer quelqu'un dans le combine, un certain Rice. Non, ça te dirait pas? Un peu jamais entendu parler, je ne sais pas de qui tu veux. Mais c'est des receveurs pour la draft, il y en a. Mais est-ce qu'il faut aller le drafter? C'est une question qui est compliquée. Mais je suis certain que c'est une question qui se pose quand même.
Quant à Sean McDermott, bon, je vais pas revenir sur, on va dire, certaines de ces analogies personnelles sur la capacité d'organisation de certains groupes, hein. Mais effectivement, est-ce qu'il est l'homme de la situation? La question commence à se poser. J'ai peur que s'il n'y a pas une progression, s'il n'y a pas un step-up la saison prochaine, il soit obligé de vendre sa maison à Buffalo. D'accord. Mais de toute façon, on sait qu'il est comme Fonzie. Il est cool. Bah, oui. Enfin bon, ça va être très intéressant à suivre encore cette division l'année prochaine qui va être avec le retour d'Aaron Rodgers. À part peut-être les Patriots qui seront en reconstruction, ça va être une division où ça va se donner coup pour coup l'an prochain. Ça va être assez sympa à suivre. Messieurs, je vais vous remercier de vos analyses. Merci Seb, merci Arthur. Et on vous donne rendez-vous donc sur les réseaux sociaux pour nous suivre. Bien entendu, vous avez, comme je vous ai dit en début de journée, n'hésitez pas à aller voir les lives de Charles les midis, de venir discuter avec lui et puis surtout de donner de nous suivre sur les applis de podcast, de nous noter pour nous faire remonter et de parler de nous autour de vous. En vous remerciant, messieurs, je vous souhaite plein de bonheur dans vos prochains podcasts. Je ne sais pas si je serai avec vous, mais en tout cas, ça fut un plaisir de discuter de cette division ensemble. On vous dit donc à très vite sur les antennes de The Free Agent. À très vite. Ciao, bye. Ciao, bye. Bye bye.